Alors, les différents types de parasites sont classés selon trois critères, selon trois principaux critères. Le premier, c'est la localisation du parasite par rapport à son hôte. Le deuxième, c'est la taille des parasites. La taille des parasites les uns par rapport aux autres et non pas par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre, elle est toujours plus petite. Et le mode de parasitisme, ça veut dire ce parasitisme, il est de quel type? Est-ce qu'il est obligatoire, facultatif, auxiliaire, opportuniste et ainsi de suite. Donc on va commencer par la localisation, le premier critère, la localisation de parasites. Où est-ce qu'il peut se localiser un parasite sur un autre, à votre avis? Ce sont des choses qu'on retrouve pas mal chez presque toutes les espèces. La localisation. Sur l'hôte. Madame, sur les différents tissus. Sur les différents tissus. Il se localise sur les différents tissus. Oui, mais à quel niveau sur l'hôte? Constituant l'hôte, c'est un corps, on parle de l'homme. À quel niveau peut être localisé le parasite? Alors, par exemple, dans les peaux, ils sont localisés où? À l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, exactement. Donc, on les appelle dans ce cas des ectoparasites. Des ectoparasites. Voilà, très bien. Sinon, où est-ce qu'on peut les retrouver aussi? Mésoparasites. Mésoparasites, ça veut dire quoi? Je vais voir la liste. Pénètre dans l'autre sans effraction. Non, on est en train d'étudier la localisation. Où est-ce qu'on peut observer le parasite? Alors, nous avons dit les ectoparasites, tels que par exemple les acariens, tels que par exemple les poux, tels que les tiques. Ce sont des parasites qui sont localisés à l'extérieur du corps. Alors, ils se fixent sur le corps, ils bénéficient de leur présence sur l'hôte, mais à l'extérieur du corps. Contrairement aux ectoparasites, il y en a l'autre. Par opposition, ce sont les endoparasites. L'endoparasite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent à l'intérieur de l'hôte. À l'intérieur de l'hôte ou l'intracellulaire, c'est la même chose. Mais il y a une troisième catégorie, justement par rapport à la localisation de parasites par rapport à l'hôte. Donc vous avez retrouvé ici le terme ectoparasite, on les voit en bleu, à l'extérieur de l'hôte, mais on les voit aussi dans des endroits qui ont accès au milieu extérieur, tels que les bronchies par exemple, tels que la bouche par exemple. Ce sont des ectoparasites parce qu'ils sont exactement en contact avec le milieu extérieur. Les ontoparasites qui sont là en rouge, on les retrouve à l'intérieur du corps. Mais où à l'intérieur du corps? Dans les parties qui sont des cavités profondes et des tissus, tels que par exemple l'appareil circulatoire, tels que par exemple le cerveau. Ce sont les endoparasites. La troisième catégorie, qui est un petit peu particulière et dont on parle très peu, ce sont les mésoparasites, qui sont en couleur verte là. Donc, on les retrouve à l'intérieur du corps, mais dans les cavités de l'hôte communiquant avec l'extérieur, tels que par exemple le tube digestif, tels que par exemple l'appareil excréteur, tels que les reins, ou les poumons, les sinus, le foie, le pancréas par exemple, qui sont des glandes qui sont accessoires, des glandes accessoires de l'appareil digestif. D'accord, je répète. Alors les ectoparasites, ils existent à l'extérieur du corps ou dans les cavités qui sont accessibles de l'extérieur, sont facilement accessibles de l'extérieur, telles que les bronchies. Alors les bronchies, on les retrouve surtout chez les poissons, on ne les retrouve pas chez l'homme. Et la bouche par exemple, les narines chez nous par exemple aussi, les narines ce sont des ectoparasites, si on retrouve des parasites à ce niveau-là. Les endoparasites, on les trouve à l'intérieur du corps,
dans les cavités qui sont profondes dans les tissus, tels que par exemple l'appareil circulatoire, le cerveau. Les mésoparasites, ce sont des parasites qui se trouvent à l'intérieur du corps, mais qui ont dans des appareils qui communiquent avec le milieu extérieur. Je donne là les 3 définitions. Ectoparasite, peau et cavité accessible. Mésoparasite, cavité de l'eau communiquant avec l'extérieur. Et désactivez s'il vous plaît vos micros. Et les endoparasites, cavité profonde et tissus, les tissus. C'est clair pour cette localisation? Oui, madame. Donc on va passer, très bien, on va passer au deuxième point qui est, nous avons dit le classement se fait selon 3 critères, la localisation, puis La taille. la taille, exactement. Donc je rappelle, la localisation, ecto, ondo ou mésoparasite, la taille et en dernier lieu le parasitisme. Donc on va passer au deuxième point, la taille. Alors qu'est-ce que vous entendez par la taille? Ce parasite, il peut être Il peut être de petite taille, de grande taille. Microscopique et macroscopique. macroscopique ou microscopique. Alors je rappelle juste que la taille, c'est par rapport les uns par rapport aux autres. Hein. Les parasites, on les compare par rapport les uns par rapport aux autres et non pas par rapport à l'autre. Mais par rapport à l'autre, on est bien d'accord que la taille de parasite est toujours plus petit que l'autre. Donc la taille, nous avons les microparasites. Les microparasites, ce sont les micro-organismes comme par exemple les protozoaires. Hein. Généralement, ce sont les protozoaires, étant donné qu'on a classé les parasites selon 3 grands groupes. Donc les microparasites, ce sont des protozoaires. Et les protozoaires, par quoi ils sont caractérisés? Une cellulure. Ce sont des êtres, oui, exactement, ce sont des êtres unicellulaires. Quoi encore? Le fait qu'ils soient des espèces unicellulaires. Ça induit pas mal de caractères. Ils sont primitifs. Ils sont primitifs, oui. Ça Elles sont veut dire mobiles. quoi le fait qu'ils soient primitifs? Ils sont mobiles. Je suis un tout petit peu. Chercher. La taille est plus grande. C'est quoi qui est plus grand? La taille des protozoaires. La taille est plus grand que quoi? Alors juste une petite parenthèse pour les personnes dont le micro ne marche pas, vous pouvez répondre par message. Vous pouvez proposer vos réponses ou vos questions aussi, éventuellement, par message. Madame, ils vivent dans des milieux humides. Ils vivent dans le milieu humide. Non, les caractéristiques. Madame, ils peuvent La former des protozoaire. colonies. Ils peuvent former des colonies, oui. Quoi encore? Donc nous avons dit ce sont des espèces microscopiques. Madame, il y a des formes libres et des formes parasites. Il y a quoi? J'ai mal entendu. Des formes libres et des formes parasites. On ne s'intéresse que à des formes parasites. On ne s'intéresse pas aux formes libres. Donc les micro-organismes sont caractérisés par le fait qu'ils sont microscopiques, ils sont unicellulaires. Le fait qu'ils sont unicellulaires, microscopiques, petits et rudimentaires et primitifs, font qu'ils ont des caractères particuliers, tels que la multiplication, type de multiplication. Ils se multiplient à quel niveau? Est-ce qu'ils se multiplient dans l'hôte ou peuvent se multiplier à l'extérieur de l'hôte? À l'intérieur, madame. À l'intérieur.
Voilà, parce que ce sont des formes parasites et ce sont des protozoaires primitifs. Donc, ils ont besoin absolument de leur hôte pour se multiplier, contrairement à ce qu'on peut voir chez les macroparasites par la suite. Ce sont des espèces de petite taille et qui, dans la fréquence ou la rapidité de reproduction, fait qu'ils génèrent plusieurs générations à la fois. Donc, des générations très rapides au niveau de l'hôte. Ils se multiplient rapidement et de façon excessive au niveau de l'hôte. Et souvent, ils provoquent des maladies qui sont aiguës, provoquant la mort de la personne porteuse de cette parasitose. Ou alors, il peut avoir aussi des immunités protectrices. Alors, pour l'immunité protectrice, je vais vous donner l'exemple de la toxoplasmose. La toxoplasmose, vous connaissez? Est-ce que vous avez entendu parler de cette parasitose? Non, madame. C'est une parasitose, c'est une parasite très commune. Par des animaux domestiques. Transmise par les animaux domestiques, transmise par les chats essentiellement. Alors, pour les femmes enceintes, une fois que la femme est déclarée enceinte, on lui propose de faire un certain nombre d'analyses. En l'occurrence, par exemple, le test de la toxoplasmose. C'est un test sérologique pour détecter est-ce que la femme est immunisée contre cette parasitose ou pas. Donc, c'est un parasite appartenant à la catégorie de protozoaires et il déclare chez la femme une jeune fille qui n'est pas encore mariée ou n'est pas encore enceinte, lui déclenche une immunité au niveau du corps. Le parasite entre dans le corps et le corps se défend par l'immunité. C'est une chose normale jusque-là. Donc la femme, lorsqu'elle tombe enceinte, on lui demande de faire ce test. Alors s'il est immunisé, il n'y a pas de souci. Donc le parasite, la personne en parle dans ce cas de quoi? Vous vous rappelez de deux termes qu'on a utilisés lors de la première séance entre la mortalité et la morbidité. La personne est morbide. Ça veut dire qu'elle porte le parasite, mais l'immunité permet de le garder calme. Il n'y a pas de conséquence de la présence de cette parasitose. Par contre, si la femme n'est pas immunisée et tombe enceinte, qu'est-ce qui arrive? Le parasite va, non seulement la femme elle est déjà protégée, mais par contre, ce qui est en danger, c'est le fœtus. Donc le parasite va passer dans le sang, il va aller vers le fœtus et c'est là où c'est un problème. Il risque d'avoir un avortement, il risque que l'enfant naisse avec des malformations et il risque de naître aveugle, donc parce que le parasite il se localise au niveau des orbites oculaires. Donc il y a pas mal de conséquences le fait que la femme tombe enceinte alors qu'il n'a pas été immunisé. Et pour être immunisé, donc j'invite toutes les filles à le faire, d'être en contact avec les chats, tout simplement. Une fois que le parasite passe chez la femme et qu'il n'est pas enceinte, donc l'immunité permet de le garder à l'écart. Alors voilà, est-ce que vous avez compris cette toxoplasmose? Oui ou pas? Madame, s'il vous plaît. Vous êtes toujours là? Pardon? Madame, s'il vous plaît, j'avais une coupure. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, alors pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, alors je répète pour mademoiselle, je ne sais pas comment elle s'appelle déjà, mais bon, la maladie due à un protozoaire, je répète juste pour la toxoplasmose ou pour toutes les microparasites? Non, juste pour le toxoplasmose. La toxoplasmose. Alors pour la toxoplasmose, c'est une parasitose due à un parasite qui est transmis à l'homme par le chat. Chez l'homme, le sexe mâle, l'homme, il n'y a pas de souci, c'est l'immunité qui le protège, il est immunisé. Une fois il est atteint ou le parasite passe chez l'homme, l'immunité permet de le protéger. Il est morbide
Ça veut dire que la personne porte le parasite, mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune manifestation qui apparaît sur la personne, chez l'homme. Chez la femme, par contre, chez la femme, la jeune fille, une fois elle est atteinte ou là, le parasite passe chez une jeune fille, l'immunité là aussi, il permet tout de suite après, le corps il réagit par une immunité protectrice. Donc il n'y a pas de souci. Et cette fille, lorsqu'il tombe enceinte et lorsqu'on lui demande de faire l'analyse de la toxoplasmose, c'est un test sérologique qui se fait sur le sang, permet donc de détecter les anticorps qui sont présents dans le sang et les protéger, elle et son bébé, et son fœtus dans son ventre. Il n'y a pas de problème. Si maintenant la fille n'a pas été en contact avec le chat, il n'a pas été touché par le parasite dans son jeune âge, et il tombe enceinte. Il va faire les analyses, le médecin, son gynécologue, lui demande de faire les analyses, les tests sérologiques pour détecter est-ce qu'il est immunisé contre la toxoplasmose ou pas. Et on trouve que la dame n'est pas immunisée. C'est là où il y a un problème. Alors s'il passe toute la grossesse sans problème, sans toucher un chat, sans être en contact d'un chat, d'ailleurs ce qu'on lui recommande, il n'y a pas de souci. Mais si jamais elle est en contact d'un chat et il se fait contaminer par le parasite, Toxoplasma gondii, et s'il est touché par ce parasite, c'est là où il y a le problème. La dame, il ne va pas souffrir, il n'y a pas de souci, parce qu'il a une immunité qui peut la protéger. Mais si le parasite passe à travers le sang vers le fœtus, le bébé, c'est là où il y a le souci. Là, il risque d'avorter, ou alors le bébé risque de naître avec des malformations. Des malformations telles que, par exemple, il peut ne pas avoir les yeux, il peut être aveugle, ou il peut avoir une macrocéphalie, ça veut dire un cerveau qui est mal déplacé. Ou si le fœtus justement se place à au niveau du corps, une anomalie va se passer au niveau de son corps. Donc il est recommandable pour les femmes, les jeunes filles ou les femmes enceintes pour la première fois, lorsqu'ils se tombent enceintes, qu'ils fassent des analyses pour détecter s'ils sont contaminés ou pas à chaque 3 mois. Ils font des analyses pour voir est-ce qu'ils sont atteints ou ils ont été immunisés au cours de leur grossesse. D'accord? Oui, madame, merci beaucoup. C'est bon, mademoiselle? Alors, nous avons parlé des microparasites et nous avons dit que ce sont des protozoaires. Par opposition à ces microparasites, il y a les macroparasites. Alors, ces macroparasites, c'est les deux autres catégories, les deux autres catégories de parasites. Alors, il y avait 3, je rappelle. Il y avait les protozoaires, les helminthes et les arthropodes. Donc, les protozoaires, ce sont les microparasites. Et l'autre catégorie, ce sont les macroparasites. Les macroparasites, donc on retrouve, ce sont les helminthes et les arthropodes. Ils sont macroscopiques, bien sûr, on peut les voir, puisqu'ils ne sont pas des protozoaires. Ils sont pluricellulaires. La principale caractéristique, c'est qu'ils ne se multiplient que rarement dans l'hôte. Ils ne se multiplient que rarement dans l'hôte. Ils ont besoin, d'ailleurs, c'est pourquoi on retrouve très souvent l'hôte intermédiaire ou un passage dans le milieu extérieur. Parce qu'ils ont besoin de quitter le corps pour aller se reproduire et revenir dans le corps de l'hôte définitif. On va voir ça plus en détail. Ils ont des générations qui sont longues. Alors nous avons vu chez les microparasites, il y avait des générations qui sont rapides. Dans la journée, ils peuvent avoir 3 à 4 générations, alors que pour les macroparasites, il y a des générations qui sont longues, qui peuvent aller de semaines ou des mois. Ils peuvent aller des périodes assez longues. Et il y en a d'autres espèces, bien sûr, qui ont des générations qui sont assez rapides. On va voir des exemples pour cela. Alors souvent, la maladie elle est chronique. Ça veut dire que la personne qui porte ce parasite, l'hôte qui porte ou l'homme qui porte ce parasite, tel qu'on va parler de Ténia que vous connaissez tous, c'est une maladie qui est chronique. C'est pas quelque chose qui est ponctuel. À un moment donné, et on se débarrasse de parasites rapidement. Il accompagne la personne presque dans 80% de sa vie. Et elle est aidée justement pour cela par l'immunité, par son immunité. Alors que chez les jeunes, c'est à peu près différent parce que l'immunité n'est pas tout à fait parfaite chez les jeunes enfants. Donc ça veut dire
va leur entraîner des maladies qui sont plutôt aiguës. La protection immunitaire n'est pas très bonne dans le cas des macroparasites. Donc c'est une mauvaise protection immunitaire, telle que par exemple, on va le voir en hématologie d'ailleurs, lorsque l'immunité intervient, lorsqu'on a des vers. Les vers, l'immunité ne peut rien faire. Il est faible devant la présence des vers au niveau du corps. Voilà pour le deuxième point concernant les propriétés ou les caractéristiques d'un parasite. Il nous reste le dernier, qui est le dernier point, qui est le mode de parasitisme. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de mode de parasitisme, on parle de... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que c'est que le parasitisme? Sinon, je reviens sur la définition. Nous avons dit, oui. C'est une association permanente ou temporaire de deux êtres vivants. Seul le parasite qui profite. Exactement. Il peut provoquer ou pas des maladies. C'est ça le parasitisme. Maintenant, chez cet être vivant, cette espèce parasite, le parasitisme, il est de quel type? Ça veut dire, il peut être de quel type? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est facultatif? Est-ce qu'il est accidentel? Est-ce qu'il est opportuniste? Est-ce qu'il est forcément... vous vous rappelez, chez les saprophytes, nous avons dit qu'une espèce saprophyte peut devenir une espèce parasite. Comment on définit ce type de parasitisme? Donc, on va commencer par donner ces définitions, chacune à part, et on va justement voir la difficulté, là encore, de faire la différence entre chaque type de parasitisme. Alors, on va commencer par le parasitisme facultatif. Donc, facultatif, ça veut dire qu'il peut se faire comme il peut ne pas se faire. C'est un organisme pouvant vivre autant que parasite ou mener une vie libre. Donc, facultatif. C'est très délicat. Une espèce qui vit une vie libre, ça veut dire qu'il est capable et qu'il est indépendant du point de vue métabolique de tout autre être vivant, peut à un moment donné devenir un parasite. Ce type de parasite, ça s'appelle le parasitisme facultatif. Retenez bien que la définition commence par un organisme et non pas un parasite. C'est un organisme. La deuxième définition ou le deuxième type de parasitisme, c'est le parasitisme obligatoire. Par opposition de facultatif, c'est un parasitisme obligatoire. Qui peut me donner la définition d'obligatoire dans ce cas, parasitisme obligatoire? C'est un organisme qui peut vivre qu'à l'intérieur de nous. Oui, c'est un organisme qui va vivre à l'intérieur de l'autre, mais vous donnez là, c'est juste la définition de parasite. Mais là, je voudrais une définition de parasitisme obligatoire. Il dépend totalement de l'autre. Un seul à la fois, oui, s'il vous plaît. Qui dépend carrément de l'autre. Qui dépend? Totalement de Qui l'autre. dépend complètement de l'autre? Oui. Totalement de l'autre. Là aussi, vous donnez la définition de parasite. Madame, par exemple, le biotope. Oui. Le biotope? Oui. Qu'est-ce qu'il a le biotope? La flore, La flore. c'est du parasitisme obligatoire. Et qui peut mourir si... Attendez, je réponds à Mohamed d'abord. C'est Mohamed qui m'a parlé là. Mohamed? Oui, madame. Vous avez dit la flore intestinale, n'oubliez pas s'il vous plaît, vous voulez dire la microbiote, ce ne sont pas que des parasites, ce sont des bactéries. Attention, on est en train de parler de parasites. Maintenant, ça, j'ai la définition depuis le début. Parasites, ce ne sont pas des bactéries, ce ne sont pas des virus. Ne l'oubliez jamais. Donc, oui, mademoiselle qui voulait donner une définition. Madame,
la première qui a parlé. Parce que j'ai pas le... Oui. Je vous écoute. Madame, qui peut mourir s'il ne se fixe pas sur un autre. D'accord, c'est à peu près ça, exactement. Il L'autre ne- personne qui voulait... Madame, Il ne peut Oui. pas se produire s'il n'y a pas l'autre. Se reproduire. des Il ne peut parasites pas se reproduire. Oui, monsieur. des parasites qui ne peuvent pas terminer leur cycle de développement si on n'a pas une autre. Oui. Alors les deux premières, la réponse de monsieur et la réponse de la demoiselle avant l'autre. Donc, le parasitisme obligatoire, quand vous entendez obligatoire, la définition, on va commencer dans un premier temps par c'est un parasite. C'est la première chose. C'est un parasite qui doit accomplir une partie ou toute sa vie dans un organisme vivant. Alors la différence entre facultatif, c'est pourquoi j'insiste sur le terme, entre facultatif et obligatoire, c'est regarder la définition par quoi elle commence. Alors la première, ce sont des organismes, alors que la deuxième, c'est un parasite. Déjà, c'est un parasite, mais qui doit accomplir une partie ou toute sa vie dans un organisme vivant. Comme vous avez dit, il a besoin d'un autre pour accomplir son cycle ou là, pour se nourrir ou là, pour vivre. S'il n'y a pas cet autre, il ne peut pas vivre. Alors que facultatif, il peut avoir une vie libre. Elle a dit comme une autre définition, la troisième, ou plutôt la quatrième, qui est un petit peu confuse avec la première. Alors on va passer le troisième type de parasitisme, on l'appelle le parasitisme accidentel. Lorsque vous entendez le terme accidentel, le parasitisme accidentel, on entend quoi? Par accident. Oui, par accident, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au hasard. Oui. Oui, mademoiselle, je vous écoute. Au hasard. Hein? Comment elle s'appelle la demoiselle? Je vous écoute. Vous avez une idée? Marie Susanna. Oui. Des parasites qui viennent, par exemple, si on a une blessure. Si vous avez une blessure, c'est que les parasites qui vont accidentellement, et suite l'accident que vous avez eu, c'est ça ce que vous voulez dire? Parce que vous étiez blessé, Oui. c'est un petit accident, et le parasite va entrer. Oui. Non, non, c'est pas exactement ça. Alors je vous donne la définition, sinon on va rester là. Le parasitisme accidentel. Oui. Lorsque le parasite en fait ne peuvent plus mener une vie libre, il doit dépendre en fait après totalement de l'organisme vivant pour y vivre. Vous êtes là dans le parasitisme facultatif. Alors le parasitisme accidentel, ce sont des parasites là encore, ce ne sont pas des parasites et non pas des organismes libres, qui se trouvent accidentellement chez un hôte inhabituel et ils survivent quelque temps. Ça veut dire, un exemple, je vous donne un exemple, c'est un hôte, normalement c'est un hôte de chien, pardon, c'est un parasite de chien, l'hôte définitif ou l'hôte habituel de ce parasite, c'est le chien. Mais accidentellement, pour une raison ou pour une autre, ce parasite se trouve chez l'homme. Ça, c'est un parasitisme et il vit chez l'homme. S'il vit chez l'homme, il ne peut pas accomplir son cycle parce que son hôte définitif n'est pas l'homme. Donc, il doit le quitter à un moment donné, une fois que c'est possible, pour aller chercher son hôte habituel. C'est ça ce que ça veut dire. Le parasitisme accidentel. N'oubliez pas qu'on est en train de parler surtout du parasite. Donc, parasite qui se trouve accidentellement chez un hôte inhabituel et survivent quelque temps. D'accord pour le parasitisme accidentel? Et on va passer au dernier type de parasitisme, c'est ce qu'on appelle le parasitisme opportuniste. Opportuniste, ça veut dire quelqu'un qui profite
de la situation. Intihazi en arabe. Ça veut dire quoi? Madame, c'est un parasite qui n'était pas au début, comment dire, qui n'était pas pathogène, mais en fait, une fois, par exemple, l'organisme est en état de faiblesse, il va se retourner contre lui et l'attaquer et profiter de lui. Oui, c'est exactement ça. Le parasitisme opportuniste, c'est un organisme et non pas un parasite. C'est un organisme. Attention, faites attention à ces termes. À chaque fois que la définition commence par organisme ou un parasite, c'est différent. Donc, c'est un organisme qui est normalement non pathogène. Ça veut dire qu'il ne provoque aucune maladie chez la personne qui le porte. Et qui peuvent devenir parasites et pathogènes, peut devenir les deux choses, si la personne présente une réceptivité à ce parasite. Par quoi il va présenter cette réceptivité? Par la diminution, par exemple, de son immunité, par exemple, lui offrant des conditions favorables à son installation. C'est ça ce que ça veut dire opportuniste. C'est un organisme qui vit, comme il a dit votre camarade tout à l'heure, tel que le microbe. On va voir par exemple le parasite proprement dit, si on veut donner un exemple de parasite, tel que Entamoeba histolytica. Il vit chez l'homme, d'ailleurs on l'appelle dans ce cas, quand elle n'est pas pathogène, on l'appelle Entamoeba dispar. Les personnes qui ont fait des stages, je ne sais pas s'il y en a parmi vous des gens qui ont fait des stages dans des laboratoires. Les parasites qu'on retrouve au niveau des selles des personnes qui viennent se faire l'analyse de KOP, on va retrouver l'Entamoeba, mais c'est un Entamoeba qui s'appelle Entamoeba dispar. C'est un parasite, c'est un organisme normal qui ne provoque aucune pathogénicité, il n'est pas dangereux pour l'homme. Mais à un moment donné, lorsque les conditions au niveau de tube intestinal lui sont favorables, il se transforme en une forme parasitaire très sévère. Donc c'est un parasitisme opportuniste. Donc faites attention entre opportuniste, facultative, accidentel. Obligatoire, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Obligatoire, il doit passer absolument, c'est un individu qui ne peut pas vivre à l'extérieur du corps. C'est bon? C'est bon pour ces différents types de parasitisme? Oui ou pas? Oui, madame. Oui, madame. Madame, Très bien. madame, Oui, c'est vous. oui, je vous écoute. Par exemple, si un parasite se trouve dans une viande de bœuf et qu'une personne consomme cette viande et va attraper ces parasites. Donc, on parle là parasitisme accidentel. Non, ça dépend de quel type de parasite. Non, c'est pas ça. Je parle toujours, le parasitisme, c'est par rapport au parasite et non pas par rapport à l'autre. Ce parasite qui a été consommé par l'homme, est-ce que dans sa stratégie à lui d'être consommé par un homme pour accomplir son cycle? Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple de parasitisme accidentel. Accidentel, c'est un parasite qui se trouve accidentellement chez un hôte inhabituel. Donc, dans son cycle, normalement, dans le cycle de parasite, on trouve, par exemple, dans l'exemple que vous avez dit, si dans son cycle habituel, on trouve le bœuf et l'homme, comme l'hôte intermédiaire et l'homme comme hôte définitif. Donc, ça ne peut pas être accidentel. Mais si on trouve dans son cycle habituel, par exemple, il y a le bœuf et il y a le chien, et tout à coup, c'est l'homme qui a consommé le parasite. Ça, dans ce cas, c'est un parasitisme accidentel. Et l'homme, dans ce cas, il va constituer un autre, on va pas dire définitif, mais un autre qui est accidentel. C'est bon, Marie? D'accord. Marie-Suzanne? Oui, madame. C'est ça? Oui. C'est bon, madame? Donc, oui. S'il vous plaît, de le parasitisme obligatoire, est-ce que le parasite peut vivre une vie libre? Non, jamais.
Jamais. Madame, parce Parce que que c'est vous ça. avez dit que le parasite doit accomplir une partie ou toute sa vie dans un organisme. L'autre partie, soit il va se reproduire à l'extérieur, il doit retourner chez l'autre. S'il peut vivre une vie libre, ça veut dire qu'on est passé dans le parasitisme facultatif. Ah, d'accord, madame, merci. J'ai compris votre question parce que le fait qu'il sort dans le corps, ça veut dire que c'est un parasite libre. Non, Oui. non, c'est une forme qui passe dans le milieu extérieur et il passe pas comme ça parce qu'il a envie de passer dans le milieu extérieur. C'est une force qui l'oblige de passer dans le milieu extérieur, soit qu'il a besoin d'une température bien précise ou il a un milieu bien précis pour accomplir les différentes étapes de son développement. Mais il doit absolument rester chez l'homme. Et l'homme, il peut être hôte intermédiaire comme il peut être l'hôte définitif. Donc, on va voir les différents types d'hôtes par la suite. Pourquoi on insiste sur ce mode de parasitisme? Justement pour comprendre, lorsqu'on va voir les cycles, il faut justement définir ce parasitisme. Lorsqu'il se trouve chez un hôte ou une hôte, on doit savoir définir son type de parasitisme. Alors, on va voir tout de suite le parasitisme obligatoire. Donc, on va le développer. Qu'est-ce que c'est que le parasitisme obligatoire? Nous avons dit que le parasite, je répète la définition, le parasite doit absolument faire accomplir une partie ou toute sa vie dans un organisme vivant. Ce parasitisme obligatoire, il peut être de deux types. Soit un parasitisme temporaire, ça veut dire il va passer une brève partie de sa vie dans l'hôte sous forme de parasitisme. Donc il doit passer la petite partie de sa vie, il doit passer dans l'hôte. J'espère que tu as compris la demoiselle qui m'a posé la question tout à l'heure. Ou alors le parasitisme stationnaire. Stationnaire, ça veut dire il va rester pendant une longue durée chez l'hôte. Cette longue durée, soit il est sous forme périodique, ou alors permanente. La périodique, ça veut dire il passe dans un moment donné sous une forme, puis il va changer de forme à l'extérieur du corps, puis revenir dans le corps. Dans ce cas, soit qu'il a la période qui va passer dans le corps de l'hôte ou de l'homme, il est sous forme adulte. On parle dans ce cas de méroparasite. Soit cette période il est plutôt sous forme larvaire, on parle de parasitisme protélien. Ou alors, toujours dans le parasitisme stationnaire, ça veut dire que le parasite reste chez l'hôte un moment bien long, soit sous les deux formes adulte et larvaire. On parle dans ce cas de parasitisme permanent. Il est qualifié de terme holoparasite, avec le terme holo qui veut dire entier. Donc, il passe toute sa vie, aussi bien larvaire qu'adulte, chez l'hôte. Et il peut, chez l'hôte, cette hôte, il peut être la même, ou alors il va changer d'une hôte à une autre. Donc, avec ou sans changement d'hôte. Donc, je répète, pour le parasitisme obligatoire, il y a deux types. Soit le parasitisme temporaire, soit le parasitisme stationnaire. Pour le parasitisme temporaire, le parasite, il passe une brève période chez l'hôte définitif. Chez l'hôte en général, mais pas forcément définitif, chez l'hôte. Une brève période, une petite période, par exemple, un passage pour passer de la forme œuf à la forme larvaire, puis il quitte l'hôte. C'est le parasitisme obligatoire temporaire. L'autre type de parasitisme obligatoire, il est stationnaire. Ça veut dire qu'il passe une longue partie de sa vie chez l'hôte. Cette partie, il peut être périodique. Ça veut dire selon la période ou selon la période de développement du parasite. Si cette période, elle est sous forme adulte chez l'hôte, on parle de méroparasite. Si cette période est larvaire, ça veut dire que ce sont les stades larvaires qui infestent l'homme, on parle de parasitisme protélien. Il y a d'autres types de parasitisme stationnaire obligatoire, mais cette fois-ci, tout le développement, tout le cycle de parasites s'effectue chez aussi bien larvaire que adulte.
Dans ce cas, on parle d'holoparasite. Il peut s'effectuer chez un seul hôte ou chez des hôtes différents. Par exemple, dans ce cas, on peut avoir l'hôte intermédiaire, l'hôte réservoir, l'hôte intermédiaire 1, l'hôte intermédiaire 2 et l'hôte réservoir, ainsi de suite. Les différents types de... C'est bon?